On va commencer directement le Tech Talk. Bonjour à YouTube pour ceux qui regardent en rediffusion. Bien évidemment, il ne faut jamais oublier de dire bonjour à YouTube. Et on va commencer par Microsoft, qui potentiellement va sortir un appareil avec à l'intérieur un Snapdragon 845. Sachant que les Snapdragon sont essentiellement les trois quarts du temps, voire même 90% du temps, utilisés dans des appareils mobiles tels que des téléphones, on peut supposer et penser que Microsoft nous prépare un petit quelque chose autour de la technologie mobile. Voilà, pour ainsi dire, potentiellement Microsoft est en train peut-être de faire un téléphone qu'il va le sortir avec un Snapdragon 845. Donc, c'est des spéculations, mais apparemment Microsoft serait en train de rechercher des ingénieurs qui comprennent comment fonctionnent les Snapdragon 845. Ils ont travaillé avec Qualcomm, donc ceux qui font les Snapdragon, pour que à partir du Snapdragon 835 qu'ils mettaient sur leur PC portable, sur leur notebook, pour que ça puisse faire tourner Windows 10 sans souci, de manière native. Donc là, un truc qui arrive avec un Snapdragon 845 du côté de Microsoft, c'est est-ce que c'est un upgrade de la surface? Est-ce qu'ils vont mettre un Snapdragon 845 dans une tablette, notebook, etc. Ou est-ce qu'ils vont proposer quelque chose d'un petit peu différent, potentiellement, du côté des téléphones? Est-ce qu'on va avoir comme on a un Surface Book, est-ce qu'on va avoir un Surface Phone fait par Microsoft, qui serait potentiellement un téléphone made by Microsoft, software by Microsoft, tout par Microsoft. La même façon que le fait Apple, grosso modo, qui a fait macOS, et qui du coup, enfin plutôt, de la même façon que le fait Google, qui a son système d'exploitation, etc., Android, et qui ensuite a essayé de faire de l'hardware pour coller à son software. Est-ce que Microsoft va pas faire pareil? Microsoft a tout le software pour potentiellement faire un téléphone, le système d'exploitation, les services, etc., etc. Et là, est-ce qu'ils seraient pas en train de bosser sur un appareil pour coller à leur software? En gros, créer du hardware pour coller au software. Et je disais, c'est comme ce que fait Google, mais c'est à l'inverse de ce que fait Apple. Apple a du hardware, créé du hardware à la base, et a fait leur software pour coller sur leur hardware, grosso modo. Donc potentiellement, on pourrait voir un téléphone de la part de Microsoft qui pourra arriver très prochainement. Ensuite, on va parler un petit peu carte graphique avec AMD. AMD et Nvidia, en fait, qui travaillent tous les deux pour essayer de développer et d'apporter le plus rapidement possible une nouvelle technologie pour la mémoire, ou plutôt un upgrade au niveau de la mémoire des cartes graphiques, qui serait de la GDDR6. Donc actuellement on est sur de la GDDR5 pour certaines cartes, GDDR5X pour d'autres cartes, HBM1 pour d'autres cartes, HBM2, etc. etc. HBM c'est pour... HBM c'était vraiment le gros du travail l'année dernière. On s'attendait à voir sortir pas mal de cartes en HBM2. Euh, Du côté d'Nvidia, ils en ont sorti seulement une seule. Je pense que c'était leur carte plutôt professionnelle qui était équipée d'HBM2. Il semblerait qu'AMD va certainement rester focus sur l'HBM2 pour les cartes graphiques qui vont sortir en 2018. Donc grosso modo, toutes les RX Vega, RX machin et tout vont certainement supporter et avoir de l'HBM2. Il y aura sûrement pas d'HBM3 avant un petit moment, puisque les deux sont en train de travailler sur de la GDDR6. Donc il faut savoir que Nvidia avait sorti de la GDDR5X pour les cartes de la génération Pascal. Si je vais vous montrer le petit tableau. Donc les cartes Pascal, grosso modo, les Nvidia GTX 1080, 1080 Ti étaient équipées de GDDR5X, qui était une GDDR5 un petit peu boostée aux hormones, qui était plus puissante, qui avait plus de bandes passantes, plus de fréquences mémoire, etc. Ce que pourrait potentiellement apporter la GDDR5, la GDDR6, ce serait encore plus de bandes passantes pour le même bus, parce qu'on augmente la vitesse de la mémoire. C'est-à-dire par exemple là, GDDR5X, on est à 10 GB par seconde.
on passe à 16 Go par seconde. Ce qui fait que sur le même bus mémoire de 256 bits, on est à 512 Go par seconde, ce qui est plus rapide que la HBM2. En tout cas plus rapide, pas plus rapide, mais plus un flux de données plus important et plus rapide que l'HBM2 actuel. Notamment parce que l'HBM2 a, c'est l'inverse, l'HBM2 a des bandes passantes qui sont très larges, comme l'HBM1, mais des vitesses qui sont très faibles. Du côté des GDDR, donc des mémoires, de la mémoire classique des cartes graphiques, GDDR5, GDDR5X, GDDR6 qui sont en train de développer, c'est toujours haute vitesse, mais bus mémoire réduit. On pourrait même voir des bus de 384 bits, excusez-moi, qui fait qu'on aurait des vitesses jusqu'à 568 Go par seconde, ce qui est énorme pour la GDDR6. Voilà. Donc c'est en développement, et il se peut que du côté d'NVIDIA, on voit la nouvelle architecture Volta avec ce type de mémoire pour l'année prochaine. AMD va certainement rester sur de l'HBM2 pour l'instant pour 2018, mais travaille également de son côté avec des cartes, enfin sur des cartes qui auraient de la GDDR6 pour les prochaines années. Voilà. On va continuer un petit peu à parler de cartes graphiques du côté de chez AMD, parce que après des années, que dis-je, des millénaires d'attente, non plutôt, en gros, après, je pense ça fait 6 mois d'attente, il y a enfin des constructeurs qui annoncent leurs cartes custom pour les cartes AMD RX Vega 64 et 56. C'est des cartes graphiques qui sont sorties, je pense, en juillet, si je dis pas de conneries. Et tout le monde attendait les modèles custom des constructeurs, qui n'arrivaient pas. Parce que il n'y avait pas assez de... AMD fournissait pas assez d'informations. AMD était trop bas au niveau des stocks de cartes, donc ils ne pouvaient pas en fournir suffisamment aux constructeurs, qui ne pouvaient pas travailler sur les cartes, etc. C'était un vrai merdier. C'était le putain de bordel. Et là, apparemment, ça s'est un peu tassé, et du coup, pas mal de constructeurs ont dévoilé leur line-up de cartes RX Vega. Donc que ce soit du côté de Power Color, bon, qui fait des cartes qui sont un petit peu dégueulasses, dégueulasses. J'aime pas vraiment le design des cartes Power Color, qu'on se le dise. Mais il y a également Asus, bien évidemment, qui fait ses Strix Edition pour les cartes RX Vega. Donc très classique, hein, on change pas une équipe qui gagne. Gigabyte également qui fait sa line-up Gigabyte Gaming et Gigabyte Extreme également, Extreme Edition. Et voilà, c'est déjà pas mal. On a des cartes du côté de chez Gigabyte, Asus et Power Color. On sait que de toute façon MSI va pas en faire, parce qu'elle avait dit dans un communiqué qu'elle se concentrait sur les modèles custom de la 1070 Ti plutôt que de faire des cartes Vega. Et du coup on n'aura pas forcément de cartes Vega du côté de chez MSI. Et puis Sapphire également, normalement ils ont des cartes aussi. Mais je pense qu'elle avait déjà été annoncée il y a un petit moment. Bon. On va continuer avec la prochaine génération de processeurs Intel. La news est ici. Génération 9. Intel, je pense que ça va être appelé Coffee Lake X. Il y a moyen que ce soit appelé Coffee Lake X. Je ne sais pas forcément le nom. Le nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il prévoit en termes de performance et en termes de package, etc. Et il y aurait des rumeurs comme quoi cette prochaine génération d'Intel qui sortirait potentiellement pendant l'année 2018, plutôt sur le début de l'année 2018 même, ou début 2018, non, ça serait dans l'année 2018, donc peut-être au milieu, serait équipée de 2 cœurs en plus pour certains de ses processeurs. On passerait avec des i5 qui ont actuellement 6 cœurs et pas d'hyperthreading, à des i5 qui auraient 6 cœurs et l'hyperthreading, et des i7 qui passeraient de 6 cœurs avec hyperthreading à 8 cœurs avec hyperthreading. Donc en gros, potentiellement, c'est pour l'instant les plus grosses rumeurs, et apparemment, ça serait pas mal vérifié quand même. Les processeurs de 9e génération de chez Intel qui arriveront dans le courant de l'année prochaine, je ne vais pas prendre trop de risques là-dessus sur la date, auraient encore plus de cœurs que les processeurs actuels. Donc on se retrouverait avec des i9,
des i7 9700K qui auraient 8 cœurs physiques, 16 fils de calcul, au lieu des 6 et 12 actuels. Et on aurait des i5 qui auraient potentiellement l'hyperthreading, mais toujours avec 6 cœurs, donc 6 cœurs physiques, 12 fils de calcul, et des i3 qui auraient également l'hyperthreading, dont on passerait à 4 cœurs physiques avec l'hyperthreading, 8 fils de calcul. Donc actuellement, les i3 et les i5 n'ont pas cette technologie d'hyperthreading qui double les cœurs, mais potentiellement la nouvelle génération des processeurs Intel permettrait, ajouterait ou amènerait plutôt l'hyperthreading sur les corps i3 et corps i5. Vous pouvez voir ici un petit tableau récapitulatif. On aurait des i7, voilà, hop, i5 prochaine génération, i7 prochaine génération. On ne sait pas en quoi c'est gravé. Ça va peut-être être gravé encore en 14 nanomètres. Je pense, potentiellement, ils vont le graver en 12, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et là, on passe de 6 à 6 jusqu'à 6,12 et de 6,12 à 8,16. Au niveau des fréquences, on n'en a aucune idée. Au niveau du TDP, non plus. Au niveau du prix, non plus. On sait juste que ça va se lancer en 2018. Voilà. Et notamment, il lance ça avec plus de cœur pour potentiellement contrer et se préparer contre l'arrivée de Ryzen 2. Parce qu'il faut savoir que Ryzen également, c'est des processeurs qui sont sortis il y a presque un an, c'était en mars. Et AMD prévoit également un refresh de ces processeurs-là, avec plus de cœur ou plus de vitesse, etc. etc. Donc, Intel de son côté essaie de prévoir aussi pour pas être cette fois pris au dépourvu comme ils l'ont été avec la sortie des processeurs Ryzen en mars. Là, ils essaient un peu d'anticiper et vont potentiellement proposer des processeurs Intel avec un peu plus de cœur pour contrer les nouveaux processeurs Ryzen qui sortiront en 2018 également. Voilà, voilà. Donc bon, c'est quand même une grosse news. À voir, c'est la première fois que Intel, vous imaginez en deux générations, génération 8 et génération 9, on aura doublé le nombre de cœurs sur les i7. Et on aura, presque pas doublé, mais augmenté drastiquement le nombre de cœurs sur les i5 et sur les i3. Vous voyez comme quoi la concurrence, ça a du bon. La concurrence, le son est plat. Comment ça, le son est plat? Et toi, c'est toi qui es plat, putain. Donc, je disais, vous voyez comme la concurrence, ça a du bon. La concurrence, c'est extrêmement bénéfique pour le consommateur et pour le marché. Et pour aussi l'avancement technologique, etc. C'est un truc qui... Il faut forcément qu'il y ait de la concurrence, et une concurrence qui soit loyale, qui soit équilibrée et tout. Parce que sinon, pendant quoi? Pendant 4 générations, 6 générations, c'était quoi? Skylake, Kaby Lake, Devil's Canyon, je sais plus c'était quoi comment s'appelaient les générations d'avant, mais tous les processeurs Intel i7, que ce soit le i7 2600, i7 3700, i7 4770, i7 4790, i7 6700, i7 7700, ça fait 6 générations, sans rire, ça fait 6 générations que Intel n'avait pas changé le nombre de cœurs sur leurs processeurs. Les i7 avaient toujours 4 cœurs physiques et 8 fils de calcul parce qu'il y avait l'hyperthreading. As well refresh, exactement, c'est ça. Merci Kinou. Les i5 avaient 4 cœurs et c'était tout. Les i3 avaient 2 cœurs avec l'hyperthreading. Et ça faisait 6 générations que ça n'avait pas bougé. Et là, AMD arrive avec Ryzen qui ont 6 cœurs, 8 cœurs, 16 fils de calcul, etc. AMD est pris de court, Intel est pris de course, alors coupe l'herbe sur le pied parce que clairement AMD est vraiment remonté dans les parts de marché et dans les processeurs vendus. Et là du coup Intel pour la première fois décide de réagir, et là ce qui se passe c'est qu'en deux générations, on a une augmentation du nombre de cœurs pour les pros. Alors que pendant 7 ans, enfin pendant quasiment 7 générations, ce qui fait 5 ans, 5 ans presque, on avait eu une stagnation au niveau de ça. Ça stagnait, rien ne changeait. Et là, en 2 ans, boum, 2 générations différentes avec des cœurs en plus. Comme quoi, la concurrence, ça a du bon.
Génial, ça peut que être bon. Mais ça c'est une news qui est quand même assez intéressante. Bon, en attendant, on va passer sur une autre news qui parle cette fois-ci de... alors, est-ce que ça passe? De l'HDMI 2.1. Donc, une nouvelle norme pour l'HDMI qui a été validée. Et donc, ce qui s'appelle, en gros, l'organisation qui gère les normes HD, enfin qui gère les normes et aussi celle des normes HDMI, a publié un nouvel article et tout sur les normes que devront respecter, enfin et que va respecter l'HDMI 2.1 qui va arriver je ne sais pas trop quand, je pense que ça va être courant de l'année 2018. Et on a une énorme progression au niveau des capacités par rapport à la HDMI 1.4 qu'on a actuellement. Donc l'HDMI 2.1 pourra supporter les résolutions jusqu'à 10K. Donc voilà, une résolution 10K. Full HD c'est ça, 4K c'est ça, 8K c'est ça, puis 10K c'est un peu plus. Voilà. Donc jusqu'à 10K. On pourra supporter, enfin afficher les résolutions en 8K avec 60 fps, donc 60 Hz. La 4K sera supportée avec du High Refreshing Rate, donc ça sera du 120 Hz sur la 4K qui sera supportée. Donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir des écrans 120 Hz en 4K, ce qui est actuellement pas possible, je crois, même pas en DisplayPort. La 8K ça sera du 60 Hz, ce qui est quand même déjà pas dégueu. Vous aurez le Dynamic High Definition Range, donc Dynamic HDR, qui est une amélioration par rapport au HDR classique qui est statique. Et on a une amélioration de la bande passante générale qui peut supporter jusqu'à 48 Go par seconde. Voilà. Alors que le HDMI 2.0 supporte seulement 18 Go. Bon, par contre, il faut des câbles spéciaux. Enfin, il faut un câble qui soit labellé de HDMI 2.1 quoi. HDMI 2.1. Au niveau de l'aspect sonore, ça supportera effectivement tous les sons 3D du type Atmos, donc Dolby Atmos et DTS-X, et potentiellement aussi tout ce qui est Nvidia G-Sync, puis tout ce qui est VR, etc. ça supportera. Je pense que ça pourra passer également d'autres signaux, peut-être un signal, je sais pas s'ils ont prévu de faire passer par exemple, parce que pour l'instant il y a la vidéo et l'audio qui peuvent passer à travers les câbles HDMI. Il y a moyen qu'ils potentiellement fassent passer aussi potentiellement les signaux internet, etc. comme tu peux le faire sur DisplayPort. Voilà. On va continuer avec les premiers benchmarks du... est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Les premiers benchmarks du Ryzen 5 2500U. Donc ça, c'est les processeurs dits mobiles de la gamme Ryzen. Donc on en avait parlé un petit peu il y a peut-être un mois et demi. Je vous avais dit qu'il y avait des PC qui allaient arriver avec ces premiers chipsets Ryzen 5 pour notebook et ultrabook, qui étaient les 2500U et les 2700U je pense. Et ça allait arriver en premier chez HP. Et donc là on a les premiers benchmarks officiels. Enfin officiels, les autres étaient un peu officiels aussi, mais là c'est sur le PC en lui-même. Cinebench et 3D Mark 11. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, le HP Envy X360, qui est équipé justement avec le Ryzen 5 2500U, a 574 points sur Cinebench. Donc il se place juste au-dessus d'un PC avec un Ryzen 3 1300X et juste en dessous d'un PC avec un Intel Core i5. Je pense que c'est... Je vais ouvrir l'image en grand. Voilà, comme ça vous verrez mieux aussi. Intel i5 8250U et un peu en dessous d'un i7 8550U. Donc comme vous pouvez le voir, d'un point de vue des performances, pour le processeur, c'est vraiment pas dégueu. Parce qu'on se situe juste au-dessus d'un Ryzen 3 1300X qui est quand même un processeur de desktop, avec 4 cœurs et tout, 8 fils de calcul. Et on se situe juste à peu près au même niveau que les Intel Core i5 pour PC portable. Voilà, 2 dernières générations également. Donc ça fait plutôt du bon gros taf. Et d'un point de vue 3D Mark 11, vous n'avez pas vraiment les scores, enfin vous pouvez pas vraiment les voir, mais grosso modo il a 3602 points, parce que du coup c'est équipé d'une AMD RX Vega 8, qui est sur le processeur, donc c'est un APU, le chipset graphique est directement sur le processeur, et ça se place
un peu au-dessus, enfin même pas mal au-dessus, presque 1000 points au-dessus d'une GeForce 940 MX et juste en dessous d'une GeForce MX 150. Donc ça fait quand même le taf. C'est sûr, c'est bien moins bon qu'une 960M. Par exemple, la 960M est ici et rapporte 5400 points alors que nous on a 3600. Mais pour un chipset graphique intégré, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très très intéressant. Voilà. Et au niveau consommation, on en est à... Eh ben, c'est très très bas au niveau consommation, c'est ce que vous pouvez voir ici. Au niveau consommation, le HP est très très bas par rapport à tous les autres. Même en charge on a 45, je pense que c'est 45 watts à mon avis, quelque chose comme ça, par rapport aux autres qui sont à 78, 69, 45. On a juste un autre HP avec un processeur Intel qui a 30, mais c'est quand même très très bas. Bon, on va parler un petit peu du Bitcoin qui a explosé les plafonds très récemment. Je pense que c'était il y a 2 jours ou 3 jours, qui sont envolés vers les sommets. Le Bitcoin a dépassé sa valeur, a dépassé son record. Il a dépassé la barre des 10 000 dollars. Je pense qu'il est arrivé à même 11 300 et des bananes. C'était impressionnant. Il a même eu une rechute à un moment énorme. Enfin, il a perdu. Il était tellement monté haut que je pense les places d'échange ont été fermées parce que c'était trop. Parce que les gens profitaient trop du phénomène. Genre, il y en avait qui en avaient acheté il y a 1 heure. T'achetais des bitcoins, 1 heure après, sa valeur était déjà plus haut et tu pouvais les revendre et te faire de l'argent. Donc, du coup, genre, je sais que pendant quelques heures, les places d'échange et du marché de bitcoin avaient été fermées pour éviter ça. Et que le bitcoin avait redescendu d'au moins 1000 dollars en genre quelques minutes, juste après ça. Mais qu'il était remonté tout doucement. Et actuellement, bah, selon Acquare, il est à 11 669 euros, ce qui est énorme. Donc il faut savoir que, comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique, en janvier, même avant janvier 2017, donc en décembre 2017 par exemple, même en décembre 2016, voire octobre 2016, c'était genre 29 novembre 2016 cette valeur. Le Bitcoin était à 731 euros, dollars. 731 dollars en décembre 2016. Ça a augmenté légèrement, ça a stagné un petit peu jusqu'à avril. Je pense qu'il est aux alentours des 1000 dollars en avril. Et à partir de avril, well, c'est l'escalade sans fin vers les 10 000 dollars. Comme vous pouvez le voir là, 3 mois plus tard, ça passe, c'est autour de 3500. 4 mois plus tard, ça passe au-dessus des 4000. Et là, depuis octobre, pour une montée en flèche, 4000, 8000, 6000, 8000, 10 000, 11 000. Boum, ça donne envie de miner du Bitcoin, sauf que vous aurez quasiment rien. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça vous donne envie de miner du Bitcoin, vous allez rien en retirer parce que c'est pas rentable pour vous. Pour la personne lambda, miner du Bitcoin était intéressant il y a environ 3 ans. 2-3 ans. À la limite 2 ans, c'était encore intéressant. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Je veux dire, un particulier peut miner de la crypto-monnaie, mais il faudrait pas qu'il mine du Bitcoin, il faudrait qu'il se dirige vers des crypto-monnaies qui sont plus faibles. L'Ethereum déjà, c'est limite. C'est très très limite pour l'Ethereum. Parce que enfin, l'Ethereum commence à avoir une énorme valeur, très très grosse valeur, vu qu'on a passé la barre des 5000 également, voire même des 6000, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'était quand? L'Ethereum a passé la barre des combien? Ah, non, 500. 500 pour l'Ethereum. Ça va. 500. Mais même ça, 500, comme l'Ethereum est très très miné, bah c'est très dur d'avoir beaucoup d'Ethereum. Il faudrait se diriger vers des crypto-monnaies qui sont moins connues et qui sont plus faibles. Le problème c'est que peut-être ces crypto-monnaies ne vont jamais prendre de la valeur parce qu'il n'y a pas assez de monde qui les mine. Plus une crypto-monnaie est
est genre est minée par deux gens, plus sa valeur va augmenter également, mais plus c'est dur de récupérer de cette crypto-monnaie là. Donc c'est pour ça qu'il faut généralement mieux se diriger vers les crypto-monnaies qui sont un peu plus faibles, un peu moins connues, là où il y a moins de gens qui minent, parce que ça vous permettra de récupérer plus de la crypto-monnaie. Le problème, c'est que souvent, vu que c'est moins connu, il y a moins d'échanges qui se font, et il se peut que la monnaie ne décolle jamais vraiment. Mais bon. Donc voilà. Et ça continue d'augmenter comme nous le montre Acquare. C'était à 11 670, c'est passé à 11 678, c'est passé à 11 697. Voilà, ça augmente, tranquillement. Le Bitcoin augmente. Mais du coup, non, n'allez pas miner du Bitcoin, ça ne servira à rien, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent. Mais c'est intéressant comment ça fonctionne, les crypto-monnaies, et puis tout ce qu'il y a derrière, etc. Comment fonctionne le minage et tout, c'est super intéressant. Mais ouais, voilà, donc tout ça pour dire que si tu investis 20 balles aujourd'hui, il y a moyen d'en récupérer 100 l'année prochaine, par exemple. Sauf si ça se casse la gueule et puis qu'au final, t'es dans un mauvais jour ou voilà. Après, cette monnaie est aussi faite pour se rarifier naturellement. Mais ça, c'est comme toutes les monnaies. Enfin, tout système monétaire bien pensé, censé se rarifier. C'est-à-dire que même l'argent, même les euros, c'est basé sur le même principe. T'es pas censé en avoir une quantité infinie. Ça, c'est de l'économie. Je suis pas bon en économie, donc je peux pas vous expliquer pourquoi c'est comme ça, blablabla. Mais pour tout, c'est pareil. C'est pour tout pareil. Bref, on va arrêter de parler de crypto-monnaie et on va plutôt parler d'Apple et de comment ça s'appelle et de problèmes de sécurité. Alors, il y a eu une faille de sécurité qui a été découverte dans Apple Sierra, donc système d'exploitation fait par Apple, donc macOS, version Sierra, donc plutôt A et Sierra même, une mise à jour de Sierra, et il y avait une énorme faille de sécurité. Énorme, gigantesque, comme ma bite. Peut-être pas quand même. Non, il y avait une énorme faille de sécurité, comme quoi en fait, n'importe qui pouvait se voir attribuer des privilèges super administrateurs sur la machine. Grosso modo, des privilèges root, ce qu'on appelle, en gros pour accéder à n'importe quoi. Pouvoir tout modifier sur le Mac sans problème. Donc des privilèges super admin. Donc en gros, sur Mac, il y a une session qui s'appelle la session root, qui correspond, la session super admin, qui correspond à la session root. C'est comme sur Android également, comme si tu rootais ton téléphone. Le username de cette session est root, et normalement il y a un mot de passe. Ce qui se passait sur Mac, c'est que cette session est cachée. Par défaut, cette session est cachée. Cette session super admin qui aurait tous les droits, etc., est cachée. C'est-à-dire que tu ne peux pas y avoir accès. Tu peux, si tu veux, l'activer. Tu pouvais l'activer. Donc il fallait que tu crées une nouvelle session, que tu tapes le username root et que tu définisses un mot de passe. Et là, et le problème, c'est que si, donc la faille de sécurité faisait en sorte que si tu cherchais à accéder à cette session, mais que tu connaissais pas le mot de passe, en gros tu pouvais mettre n'importe quoi dans le mot de passe, la session se créait avec le mot de passe que tu avais écrit, et du coup après tu pouvais rentrer dans la session avec le mot de passe que tu avais écrit. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir sur ton Mac, vouloir activer la session root, donc taper le username root, taper un mot de passe dans le champ mot de passe, ou alors ne rien mettre, en gros, vous pouvez taper n'importe quoi, rien, 1, 2, 3, papa, maman, tout ce qu'il voulait, faire unlock. Ce qui allait se passer, c'est que dans ce cas-là, ça allait activer la session root et mettre le mot de passe pour cette session, celui que tu as défini. C'est-à-dire que si tu n'avais pas mis de mot de passe, la session root serait activée et il n'y aurait pas de mot de passe. Si tu as mis genre 1, 2, 3, ils activent la session root et ils mettent le mot de passe 1, 2, 3. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est retaper root et taper le mot de passe que tu as seté juste avant, puis faire connecter, et là, tu allais te connecter directement à la session root sur le Mac, et tu peux faire tout ce que tu veux sur le Mac. Et disons que c'est assez facile à faire, quoi. Du coup, t'as même pas à réfléchir à quel mot de passe tu vas mettre, c'est quoi le mot de passe de la session root, t'as trouvé une faille. Non, la session est inactive.
T'arrives, tu l'actives, tu mets n'importe quel mot de passe, tu essaies de te reconnecter, tu mets le mot de passe que tu as écrit avant et pouf, t'es connecté en super utilisateur. Donc, c'était genre une énorme faille, c'était genre une énorme bourde, genre je sais pas comment ça a pu passer au niveau d'Apple quoi. Genre comment ils ont pu ne pas se rendre compte qu'il y avait un tel bug, un tel problème dans leur OS. Parce que clairement là c'est genre le mec, genre ils ont des tests généralement, je pense qu'ils ont une batterie de tests à faire et tout pour s'assurer que il n'y ait pas de faille, que tout marche bien et tout. Et ça c'est un truc quand même genre, c'est basique. Eh ben non, c'est passé. C'est passé. Je crois qu'ils ont corrigé la faille avec un patch, etc. Mais c'était quand même une énorme bourde, grosso modo. En gros, c'était ça. Les administrateurs Mac peuvent utiliser le compte utilisateur root pour effectuer des tâches qui demandent un accès plus profond du système. C'est-à-dire si tu as besoin d'avoir accès à certains trucs du système, à certaines zones de ton système, bah parfois tu as besoin d'un accès root. Donc le compte est nommé root, c'est un super utilisateur qui a des accès en écriture et en lecture sur quasiment tout le système, même sur des fichiers d'autres comptes sur le même PC, c'est-à-dire que en gros, si tu te connectes avec un compte super utilisateur sur Mac, tu as accès en lecture et en écriture à tous les fichiers du Mac. Donc même ceux des autres comptes. C'est-à-dire que tu prends le Mac de ta sœur, tu te connectes sur le compte super utilisateur root, tu pourras aller voir les fichiers de ta sœur, les modifier, les supprimer, les écrire, les copier, faire tout ce que tu veux. Et ce qu'ils disent, c'est que ce compte utilisateur root est par défaut désactivé, que tu peux te login sur ton Mac en tant qu'administrateur et activer ce compte root, et ensuite te loguer sur ce compte root. Mais du coup, là, pour l'activer, bah, tu mettais le mot de passe, et pour te connecter, ensuite, tu mettais le mot de passe que tu avais mis avant. C'était le bordel. C'était le bordel. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. À mon avis, c'était très facile du coup pour un programme. Ça peut être hyper facile de faire un malware ou un virus qui du coup s'installe sur ton PC, essaye de se connecter en super administrateur à cette session root, qui met un mot de passe bidon dans le champ mot de passe. Du coup, ça l'active, ça crée cette session, et ensuite le malware virus connaît le mot de passe qu'il a mis pour créer la session, puis se connecte en super utilisateur à cette session. C'est genre l'élévation de privilèges la plus simple au monde. La plus facile à faire. Genre clairement, zéro faille, rien besoin de faire. Le virus il arrive, c'est un programme lambda, puis hop, il essaie de faire un truc, et en 2-3 manips, ce putain de virus il se retrouve avec les droits super admin sur ton PC et peut littéralement tout faire. Tout faire, même des trucs que toi tu peux pas faire parce que t'es juste administrateur et t'es pas super admin. Voilà. Génial. Best évaluation de privilèges ever. C'est un super utilisateur, pas super admin. Ouais, bon, ok, on joue sur les mots. On joue sur les mots. Un pote qui t'a passé ton PC. qui t'a passé son PC. Ensuite, on va parler de Samsung. Samsung qui prévoit de battre un petit peu Apple à son propre jeu. Je ne pense pas, le titre est très aguicheur. Mais grosso modo, tout ça pour vous dire que Samsung prépare des nouvelles technologies pour ses smartphones. Notamment des batteries en graphène qui vont se recharger bien plus rapidement que les batteries au lithium à l'heure actuelle. Donc on parle d'une recharge complète en 12-15 minutes pour une batterie au graphène. Ce qui est grosso modo 5 fois plus rapide que les batteries à l'heure actuelle au lithium, qui peuvent prendre 1 heure, 1 heure et demie à se recharger totalement. Alors c'est déjà très très rapide d'avoir une batterie qui se recharge en 1 heure, 1 heure et demie, mais là on parle de 12 à 15 minutes de recharge pour une batterie, pour la même capacité de batterie grâce au graphène. Le graphène qui est un dérivé du carbone, hein, bien évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas. Et également Samsung qui bosse sur des écrans pliables depuis maintenant un bon moment, et qui aurait potentiellement
Donc, euh, comment dire, qui aurait mis en ligne il n'y a pas très longtemps, ou plutôt pas mis en ligne, mais fourni un espèce de comment ça s'appelle, un patent. C'est un, ah putain, j'ai perdu le mot français. Un brevet. Ça, c'est une image d'un brevet qui a été fourni très récemment, qui a été soumis très récemment par Samsung pour un téléphone pliable. Donc il se peut que un des nouveaux téléphones Samsung qui va sortir potentiellement 2018-2019 soit un téléphone pliable. Et on a déjà un nom de code pour ce téléphone, il s'appellerait le Samsung Galaxy X. Potentiellement parce que voilà, il va y avoir le Galaxy 9, S9, et je pense que Samsung va un peu copier le iPhone X au niveau du marketing et du branding, et ils vont appeler Galaxy X. Un téléphone pliable qui peut se plier en deux, se ranger dans une poche, etc. Ça prendrait moins de place. À voir si c'est vraiment utile. Après, c'est peut-être plus une vitrine technologique qu'autre chose comme téléphone. Ça sera peut-être plus une démonstration de ce que Samsung arrive à faire en termes d'écran et d'avancement technologique plus que vraiment utile. C'est souvent ça le problème avec Samsung, c'est que ok, faire un téléphone pliable, c'est cool technologiquement parce que waouh, t'as un écran qui se plie et qui est toujours bien, quoi. Mais à quoi ça sert? Et c'est là que j'espère que Samsung va bosser beaucoup sur ce côté-là pour amener ça d'une façon pour l'utilisateur qui soit pertinente. C'est-à-dire que d'un côté utilisateur, tu puisses te dire genre ah ouais, un écran pliable, c'est genre ça change ta vie et ça change ta façon d'utiliser un smartphone. S'ils font pas ça, ben l'écran pliable, tout le monde s'en foutra, ça sera genre ouais, c'est cool, c'est un écran pliable. Voilà. Et il y a également un autre brevet qu'ils ont sorti avec cette image-là, qui grosso modo correspond à un écran qui fait la taille totale du corps du téléphone. Voilà, c'est ça. C'est c'est un écran total. Enfin, c'est un écran total. Le mec, le téléphone s'est mis un petit peu de crème solaire. Non, c'est genre voilà. All screen design. Un écran complet sur la surface entière du téléphone. Donc vous n'avez pas de boutons, les capteurs sont cachés, etc. Voilà. Voilà, voilà. Et la dernière news concerne EA, qui après s'être fait complètement bâcher par rapport aux microtransactions qu'ils ont mis dans le jeu Star Wars Battlefront 2, ils se sont fait bâcher par tout Internet par rapport aux microtransactions qu'ils ont mis sur Star Wars Battlefront 2, qui du coup faisait que le jeu, bah tu payais pour un jeu et au final t'avais pas accès à tout le contenu du jeu, et que si tu voulais avoir accès à tout le contenu du jeu, t'étais obligé de jouer 4000 heures au jeu, donc 4000 heures de gameplay pour au final avoir accès à tout le contenu du jeu, ou alors payer 2100 $. Grosso modo c'était ça. C'est parce que le jeu est sorti et il y avait plein de personnages, il y a plein de personnages toujours qui sont bloqués, des améliorations qui sont bloquées, tant que t'as pas payé, enfin maintenant c'est tant que t'as pas joué un certain nombre d'heures de jeu. C'est-à-dire que tu t'achètes le jeu, tu peux pas jouer Luke Skywalker, tu peux pas jouer Dark Vador parce qu'ils sont bloqués, il faut que tu joues tant d'heures, etc. pour accumuler tant de crédits pour pouvoir acheter les personnages. Ou alors à la base, bah, tu pouvais juste payer des caisses et débloquer les personnages. Voilà. Ce qui faisait que bah, le mec qui avait de l'argent, il achetait le jeu, il payait plus, et il avait accès à plein de personnages auxquels les autres n'avaient pas accès. À des compétences qui étaient meilleures, etc. etc. Donc c'était vraiment genre, tu payes le jeu, mais en fait non, t'as que la moitié du jeu. Si tu veux tout le reste du jeu, t'es obligé de payer, ben, pour avoir le contenu complet du jeu, fallait payer 2100 $, grosso modo. Voilà. C'est insane. Genre, c'était genre, what the fuck, EA, pourquoi vous faites ça? Vous êtes vraiment des abrutis. Vous êtes, genre, tu prends les joueurs pour des cons, mais au plus haut point, quoi. Genre, t'achètes un jeu 80 €, et pour avoir accès à tout le contenu du jeu, soit tu dois y jouer 4000 heures, qui est insane. Qui passe 4000 heures sur un jeu? Genre, t'as peut-être un jeu auquel tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis 6 ans. Là, t'auras peut-être 4000 heures. En jouant genre de temps en temps, tu vas arriver à avoir 200 heures, à la limite 300 heures. Et t'auras pas accès à tout, alors que t'as payé le jeu. Fuck you, EA, fuck you. Et du coup, bah sinon, soit tu payais. Donc là, Internet, ça a été le carnage. EA s'en est pris plein la gueule. Et même Disney
a obligé EA à retirer les microtransactions. En gros, Disney a dit non, mais genre vous faites de la merde, vous ternissez l'image de Star Wars, qui appartient à Disney hein, du coup, et Disney les a obligés à retirer les microtransactions du jeu. Ce qu'a fait EA. Donc du coup, à l'heure actuelle, il n'y a plus de microtransactions dans Star Wars Battlefront 2, tu peux plus rien acheter. Et ils réfléchissent sur comment faire pour débloquer les persos de manière plus rapide, etc. Bref, des bons gros enculés, exactement Sébastien. Sauf que pendant que ça se passait, bah de l'autre côté, il y a un nouveau jeu EA qui est sorti. Donc c'est UFC 3, qui est du coup un jeu EA de sport, pareil, en multijoueur. Donc sur l'UFC, donc les combats dans les cages, etc. Et là, ils ont mis des microtransactions, mais c'est encore pire que sur Star Wars Battlefront 2. Je pense qu'ils se sont dit, les joueurs et les fans du UFC vont pas s'en rendre compte, ils vont pas trop gueuler, parce que c'est quand même, c'est une communauté moins grande que celle de Star Wars. Mais du coup là, genre, on a vu en gros il y a eu un premier statement, le jeu est pas encore sorti, il sort le 2 février je pense, je crois. Mais ils ont fait un truc de grosse pute sur les microtransactions dans UFC 3. Et grosso modo ça a peut-être changé, on espère que ça va changer. Mais en gros, le jeu est un jeu multijoueur, tu peux affronter des joueurs, c'est un jeu online quoi. Et grosso modo, de base, tu n'as pas accès à tout encore une fois. Et je vais vous lire la quote. Chaque technique, chaque compétence, fighter ou stat ou jet de stats est entièrement obtenu et upgradé avec un système, enfin à travers un système de loot box. Est-ce que vous avez bien retenu cette phrase? Chaque compétence, technique, combattant ou jet de stats est entièrement obtenu et upgradé à travers un système de loot box. Donc c'est à dire que quand tu es un nouveau joueur, que tu arrives sur le jeu, tu as quasiment accès à rien. Presque à rien. Si tu veux débloquer une technique, il faut que tu achètes des loot box. Et dans ces loot box, tu auras peut-être la technique que tu veux. Mais tu n'as pas d'autre moyen de la débloquer. Imagine au début, tu sais donner un direct du gauche, un direct du droit, 2-3 coups de poing, 2-3 coups de pied. Là, tu veux débloquer des trucs un petit peu plus fancy. Imagine, t'as pas d'uppercut. Tu veux débloquer un uppercut. Bah pour ça, t'as pas à jouer. Non, t'as juste à payer des loot box et peut-être que dans ces loot box, t'auras des uppercuts. Également, tu peux débloquer dans ces loot box des boosters et des trucs qui permettent d'upgrader tes compétences, etc. Donc en gros, si t'appuies, ce qu'ils disent, c'est appuyer sur le bouton carré pour mettre un coup de poing à un adversaire, ce qui est grosso modo le truc le plus simple à faire dans un jeu de combat, c'est l'attaque basique, c'est un truc hyper simple. C'est genre la mécanique la plus simple dans un jeu de MMA. Et bien grosso modo, fera des dégâts différents suivant si t'as payé ou pas. C'est-à-dire que toi t'as pas payé, tu vas mettre un coup de poing à l'adversaire, le mec va prendre peut-être 20 dégâts. Le mec qui est en face de toi a acheté de loot box et tout, il a peut-être amélioré son point, il a mis des boosters, etc. pour le combat, des boosters d'endurance qui fait qu'il peut se battre plus longtemps, qui tape plus fort et tout, et lui il va te faire le même exact coup, il va presser carré, il va te mettre un coup de poing, puis toi ça lui a fait 20 dégâts, lui il va te mettre 100 dégâts. Parce que waouh, il a acheté des loot box, il a dépensé de la thune dans le jeu, il a eu des boosters, etc. GG quoi, GG EA. Un jeu qui se base essentiellement sur du PVP online. Bah grosso modo, si t'as pas payé, jamais tu gagneras ton match. Grosso modo, c'est ça. C'est ce que fait EA. Parce que les loot box, non, tu peux pas les avoir en jouant. Non, tu les achètes. Et ce que tu as dans les loot box te permet d'améliorer tes compétences, d'améliorer tes stats, d'améliorer tes combattants, en gros d'être meilleur. C'est un pay to win, sauf que tu as déjà payé ton jeu. Et en plus d'être un pay to win, c'est genre vraiment un pay to win pour du online. Sur un jeu de combat 1v1. Bref. Comme vous pouvez le voir, EA fait de la merde. Ils essayent de faire passer ça en douce après Battlefront 2, genre Battlefront 2 tout le monde était là-dessus et puis du coup ils se sont fait bâcher comme des bâtards, mais du coup ils essayent encore plus fort, tu vois, genre oh UFC 3, personne va le remarquer si on met ça dans UFC 3. Bref, des bons gros bâtards de ce côté là.
Et bien les amis, ça conclut notre Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. Même si à la fin c'était plus du bashing de EA que d'autres choses, mais bon. En attendant, ceux qui regardent en vidéo sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.